Bienvenue dans cette saison 2 du PEX Podcast, le podcast du partage d'expériences en prévention des risques. Je suis Alexandre Zèbre, ingénieur sécurité et créateur du site web safetyvigilante.com. Vous y retrouverez des articles, des vidéos et bien sûr tous les épisodes du podcast pour booster votre culture sécurité. Chaque mardi, retrouvez un épisode de ce podcast créé pour tous les acteurs de la prévention qui veulent progresser dans la maîtrise des risques professionnels en s'inspirant des conseils d'experts et de l'expérience passionnante de mes invités. J'ai le plaisir d'accueillir Arnaud Dubroca, qui est le président fondateur de France SST, organisme de référence dans la formation des sauveteurs secouristes du travail. Il nous parle de comment son entreprise a vécu la crise sanitaire et surtout de la priorité qu'il met à garantir une haute qualité de formation avant tout. Bon épisode! Bonjour Arnaud Dubroca, comment allez-vous? Bonjour, ça va bien. Merci. Merci d'être présent aujourd'hui pour participer à ce nouvel épisode du partage d'expérience en prévention des risques. On va commencer classiquement par votre petite présentation, s'il vous plaît. D'accord. Alors, présentation. Sur mon parcours, j'ai plutôt un parcours universitaire scientifique qui après s'est orienté psycho. Ensuite, je suis rentré dans la vie active, donc j'ai été pompier professionnel pendant une vingtaine d'années, où j'ai été à l'opérationnel et puis à la formation. Ça m'a fait mes premières expériences d'enseignement et d'ingénierie de formation parce que j'ai intégré l'équipe pédagogique nationale de la Direction générale de la sécurité civile. Et donc, c'était une expérience enrichissante. Deuxième étape de ma vie, après, j'ai eu un mandat à l'INRS de 6 ans. Pendant ces 6 années, je m'occupais surtout de la formation des formateurs de formateurs, donc que ça soit en maintien, actualisation de compétences ou en formation initiale. Ça m'a permis d'intervenir à l'Observatoire du secourisme en milieu du travail, de faire de l'ingénierie de formation encore, avec de l'écriture de référentiel. Et puis sur la troisième et partie actuelle de ma vie professionnelle, maintenant je dirige France SST, donc je suis PDG de France SST depuis plusieurs années. Voilà. D'accord, donc parcours finalement toujours lié à la formation. Donc déjà, alors comment vous est venue l'idée de France SST et après est-ce que vous pourrez nous en parler plus largement, même si je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui connaissent ce nom. Comment m'est venue l'idée du concept d'organisme de formation ou du nom France SST? Alors le concept, je pense que finalement c'est la suite logique, j'ai l'impression, de Ouais, votre parcours. c'est ça. Et le C'est nom, ça. ouais, moi c'est vrai que ça me marque parce que c'est pas évident de trouver un nom qui reste et Ouais. qui parle. Donc c'est vrai que ça m'intéresse de Alors savoir comment vous c'était êtes arrivé là. ouais, alors c'est 2010-2011 l'idée du nom. C'est avant tout l'idée de cibler sur le nom la thématique, en l'occurrence santé, sécurité, travail, et en même temps la graphique sur laquelle la compétence est déployée. Donc France SST permettait de dire de manière avec 3 acronymes, permettait de dire santé, sécurité au travail en France. Voilà. C'était un peu l'objectif. Mhm. Ouais, je pense que c'est accompli pour le coup. Et du coup, alors les activités aujourd'hui de votre entreprise. Alors, les activités, donc, elles sont centrées principalement autour de la formation, ce qu'on appelle la formation de niveau 2, donc c'est-à-dire la formation des formateurs qui vont après intervenir dans les entreprises. Après, on propose bien entendu des formations de niveau 1 pour les salariés d'entreprise, mais aussi des audits, du conseil et des conférences. Et vous proposez ça du coup à des gens qui veulent devenir formateurs, mais pour les formations de niveau 1, elles vont être à quel type d'entreprise? Tout type d'entreprises sont concernés, TPE, PME, ETI, grands groupes, établissements publics ou collectivités. Étant donné que notre catalogue de formation, entre guillemets, c'est le code du travail, Mhm. on ne fait que les formations qui sont obligatoires. Donc, ça va des formations les plus connues, secourisme, incendie, gestes et posture, et puis en allant jusqu'à des formations plus spécifiques, risques chimiques, CSE, risques psychosociaux et autres. Donc, étant donné que l'ensemble de ces formations sont obligatoires soit pour tout le personnel, soit pour une partie du personnel, Mhm. c'est vrai que ça se prête à peu près tous les établissements. D'accord. Ouais, ça c'est effectivement
il y a le code du travail, mais on va dire il y a la réalité aussi. Et c'est pas toujours, il n'y a pas forcément toutes les entreprises qui font tout ce qui est Bien requis, sûr. pour dire poliment. Mais c'est vrai C'est que ça. qu'il y a beaucoup de travail finalement quand on se rend compte de la masse de formations qui seront théoriquement Oui. requises. Mm. Et donc il y a combien de collaborateurs qui travaillent pour France SST aujourd'hui? Alors, c'est un réseau d'une petite centaine d'intervenants, 92, 94, Ouais, quand même. en fonction des départs et des arrivées de fin 2020 et de ce début d'année 2021, des personnes qu'on intègre, avec différents statuts, hein. Tout le monde n'est pas salarié. Principalement, ce réseau est constitué de formateurs et de formateurs de formateurs, mais également des ergonomes, des ergothérapeutes, psychologues du travail, on en a trois, différents experts, risques chimiques, ingénierie incendie, des avocats spécialisés, il y en a quatre. Voilà, donc un réseau on va dire, d'une petite centaine d'intervenants. D'accord. Et alors, je voulais savoir combien de personnes vous formez, mais peut-être que pour un organisme de formation, vous raisonnez en heures de formation, mais alors en volume, combien ça représente les formations que vous faites par an? Bah, c'est vrai que c'est une bonne remarque parce que souvent les organismes peuvent dans le jargon communiquer en termes d'heures enseignées, parce que notre BPF, notre bilan pédagogique et financier qu'on doit rendre tous les ans à la directe fonctionne ainsi. Mais c'est vrai que pour que ça parle à tout le monde, étant donné que nous, on est surtout centré sur la formation des formateurs, Ouais. si je parle que du Centre national de Poitiers, le Centre national de France SST. Nous, on accueille dans les locaux de 2000, à peu près 2100 stagiaires par an. Et puis, on forme 350 formateurs chaque année dans ces 2000 stagiaires. Euh, voilà, donc c'est pas quelque chose d'immense, hein. Il y a des organismes bien plus gros que nous, mais disons que nous, on s'est spécialisé dans la partie santé au travail. Donc, c'est vrai que c'est réparti sur l'ensemble des 15 certifications qu'on propose. Et puis pour finir de parler chiffres, on a notre communauté sur les réseaux, c'est à peu près 14 000 abonnés sur les réseaux qui nous permet de garder un peu ce lien. Mhm. Mais le Centre national de Poitiers-Futuroscope, c'est avant tout un lieu d'échange autour de la connaissance, de la culture, santé au travail, et puis tout en gardant une dimension familiale et chaleureuse qui est importante pour nous. Alors, du coup, vous dites que c'est pas le plus gros, peut-être par rapport aux organismes de formation. Par contre, pour le domaine de la SST, c'est parmi les plus importants. On y reviendra, mais je pense que 2000 personnes par an et 350 formateurs, ça montre aussi que ça rayonne. Je veux dire, il y a beaucoup de formateurs du coup qu'on peut côtoyer dans son entreprise qui peuvent être passés par chez vous en fait, vu que vous formez directement les C'est formateurs. c'est- c'est possible, c'est possible parce que c'est vrai que à raison de 350 formateurs par an, bon, bah, sur une dizaine d'années, ça fait quelques formateurs de formés, mais c'est vrai que des grands groupes et des grands confrères forment aussi pas mal de formateurs à l'année. Aujourd'hui, si on regarde les statistiques, il y a 20 000 formateurs SST, par exemple, en France. Mhm. Donc sur les 20 000, on n'en a formé qu'un tout petit pourcentage, en toute modestie. Oui, effectivement, vu comme ça, d'accord, mais moi, je pense que ça a quand même un rayonnement, on va dire, qui est assez En tout important. cas, on essaye. Voilà. Et, euh, et du coup, justement, dans cette vision, enfin, dans cette organisation France SST, il y a une question que je me pose souvent dans les pratiques des entreprises, mais ce que je me demande, c'est si vous arrivez quand même à stimuler l'innovation, et notamment dans vos pratiques pédagogiques, est-ce que c'est quelque chose voilà, qui est important, qui fait partie peut-être des valeurs de France SST? Tout ce qui est évolution et innovation, vous voulez dire? Oui, tout à fait. D'accord. Alors oui, par le fond et par la forme. Par la forme, on met en place une adaptation pédagogique assez innovante parce qu'elle est en fonction des préférences cérébrales des participants. Donc les spécialistes reconnaîtront le terme, c'est les fameuses méthodes Hermann et autres. L'idée est d'adapter un discours pédagogique et une technique pédagogique adaptée à chaque stagiaire. Ça, c'est sur la forme. Et sur le fond, avec des partenaires avec qui nous travaillons pour développer certains outils innovants autour de l'ergonomie, autour de l'incendie, avec notamment
la réalité virtuelle, la réalité augmentée, on travaille également à développer des outils avec des partenaires pour justement apporter cette innovation sur certaines thématiques qui peut être sans remplacer les pédagogies traditionnelles, Mhm. mais peuvent apporter des choses intéressantes en plus. Et du coup, j'avance un peu peut-être, mais par rapport à la situation sanitaire qu'on vit toujours, malheureusement, euh, est-ce que cet impact de la Covid, enfin, est-ce que la Covid, elle a eu un impact, même si je pense que la réponse est forcément oui, mais je veux dire, est-ce que ça a stimulé plutôt votre innovation dans cette approche-là, ou au contraire, ça a vraiment été un frein pour le développement de votre entreprise? Peut-être qu'on pourra faire le point quand on en sera sorti, mais c'est vrai que aujourd'hui, compliqué de répondre. Je dirais que c'est quand même impactant. C'est plus, je pense, impactant qu'une opportunité, Mhm. même si ça a permis de se concentrer, de développer des choses qu'on n'aurait peut-être pas eu le temps de faire. Mais ça a quand même impacté l'ensemble des OPAC, donc des organismes prestataires d'action concourant au développement des compétences, vu que c'est comme ça qu'on doit nous appeler maintenant, et puis des organismes de formation. Mais effectivement, ça a permis de réfléchir sur certaines choses et de, ouais, de se projeter. C'est vrai que nous, ça a eu comme conséquence d'enregistrer de nombreux reports d'inscription avec une activité sur l'année 2020 qui a été en dents de scie, composée de périodes de non-activité liées au confinement et puis des périodes de grand rush avec de nombreuses sessions dédoublées, voire triplées chaque semaine d'ouverture. Donc, ça nous a permis de maintenir une activité correspondante à celle de l'année dernière, mais qui n'était pas judicieusement répartie. Mhm. Voilà, mais bon, donc on va pas s'en plaindre parce que un certain nombre de confrères ont éprouvé des difficultés plus importantes, donc on a eu cette chance-là. Après, ces temps de distance physique avec la structure ont été l'occasion pour nous de proposer de nombreux accompagnements à distance pour nos clients, surtout sur les démarches réglementaires. Donc, je pense notamment à la document unique. Il fallait intégrer le risque Covid, il fallait intégrer une nouvelle évaluation du risque psychosocial. Certains clients en ont profité pour faire des audits ergonomie. Beaucoup de clients avaient besoin de conseils. Donc, c'est vrai que sur ces trois dimensions-là, le distanciel a permis d'être plus disponible pour répondre aux clients sur ces attentes-là. On avait développé, par chance, ça n'avait rien à voir avec la crise sanitaire parce que, bien sûr, personne ne l'avait prévu, mais on venait juste de sortir en janvier 2020 un outil en ligne gratuit qui s'appelle diagsst.com, comme diagnostic santé au travail.com. Donc ça a bien tombé parce qu'en fait c'était un outil qu'on avait développé toute l'année 2019, qui est sorti en janvier et qui avait pour objectif d'accompagner en fait les structures, petites ou grandes, sur la santé au travail et surtout faire un point sur où il se situe, où il se trouve par rapport à la réglementation en santé au travail. L'idée, c'était, et c'est, parce que du coup, maintenant, il est totalement opérationnel, l'idée était de permettre à un chef d'entreprise de s'y retrouver dans tous les méandres de la réglementation sur un petit questionnaire qui prend 6-7 minutes, de recevoir un rapport PDF avec les grandes lignes et les choses qu'on a à faire évoluer dans l'entreprise. D'accord. Ça se fait en ligne, c'est gratuit, ça prend 6 minutes et ça me permet d'avoir un score sur ma gestion de la santé au travail, c'est-à-dire des questions vont lui être posées sur est-ce qu'il a un document unique, est-ce qu'il a réactualisé tous les ans, est-ce qu'il fait de la formation incendie, si oui, tous les combien de temps, est-ce qu'il fait des cartes de sécurité, est-ce qu'il y a des feuilles d'émargement pour le justifier, etc. Et en fait, ça lui donne un Mhm. score. Donc cet outil qui est sorti en janvier, bah, du coup, a été un peu une plateforme de lancement parce que ça a permis à plein de gens de profiter de ces temps de confinement pour avoir une opportunité et faire Ouais, le point sur leur propre structure. Donc, d'accord. Et ça a été un bon relais. vous avez eu pas mal de retours, vous pouvez peut-être en Oui, partager là-dessus? ouais, ouais, il y a eu pas mal de retours. On pensait que ça allait plutôt accompagner des TPE ou des PME, puis en fait, on a été surpris de voir que de nombreux HSE, de nombreux responsables qualité, des RH, etc., se sont prêtés au jeu, peut-être parce qu'ils découvraient le télétravail pour certains et ils se retrouvaient à des moments où ils pouvaient réfléchir sur leur structure. Mhm. Et on a eu oui, plusieurs centaines de connexions sur l'ensemble de l'année 2020. D'accord. Ouais.
Mais du coup, Donc voilà. tant mieux. Bah alors, on n'était pas encore en recommandation, mais je mettrai tout de même le lien du coup de diagsst.com Mhm, en description de l'épisode. mhm. Et du coup, il y a quelque chose que vous avez exprimé et qui résonne un peu avec la question que je voulais vous poser. C'est finalement, vous avez fait le choix voilà, de construire cette entreprise et d'être à votre compte, voilà, de créer une structure, mais avec des épreuves comme le Covid, comme la Covid et voilà, les difficultés que ça entraîne. Comment finalement on arrive à se dire que, enfin, je sais pas si on se convainc que c'est le bon choix ou en tout cas on doit faire des choix, on a fait des choix importants. Comment on fait pour voilà, continuer à persévérer et voilà, continuer à maintenir à flot son entreprise? Euh, bah, c'est délicat parce qu'encore une fois, on n'en est pas sorti, mais Mhm. et on voudrait pas crier victoire avant, mais c'est vrai que notre secteur de la formation a été durement impacté, et je pense à plein de confrères précisément. Mais encore une fois, j'ai tendance à pas vouloir me plaindre parce il y a des secteurs de, de collègues professionnels ou d'amis, comme la restauration, le spectacle ou autres, qui ont été beaucoup plus impactés que nous. Donc, il est toujours difficile de tirer la couverture à soi et de se dire qu'on vit des temps durs, même si c'est le cas. Mais je pense que d'autres secteurs sont beaucoup plus impactés que nous. Mhm. Le secteur de la formation a été impacté directement sur le premier confinement, donc sur la période du premier semestre 2020. Les organismes de formation, avec certaines restrictions, bien entendu, ont pu réouvrir à partir du mois de mai 2020. Et on a pu reprendre le présentiel sur certaines formations pour lesquelles le distanciel n'était pas possible. Je pense à des formations gestes et posture, incendie, secourisme, où il y a beaucoup de pratiques. Donc on a pu quand même avoir une activité. Et pour ce qui est de France SST, ça nous a permis d'avoir à peu près sur l'année la même activité que 2019, ce qui est extraordinaire dans des périodes actuelles. On n'aura pas la croissance annuelle classique, mais en tout cas Mhm. maintenir une activité par rapport à 2019, c'était exceptionnel. Alors, comment se convaincre que c'est le bon choix? Forcément, on passe par des périodes de questionnement. On se dit comment ça va se passer. Je pense que l'idée, c'était aussi de, de prévoir un petit peu les choses. C'est-à-dire que personne n'aurait pu le prévoir, mais nous, on a toujours eu une gestion. Quand je dis nous, c'est notamment avec mon associé François Vergniaud, on a Mhm. toujours eu le souhait de gérer notre entreprise comme un bon père de famille. C'est-à-dire, si on dépense 1 euro, c'est qu'on en a deux, voire trois de côté. Donc, ça veut dire que sur les premières années, bah, ça a été des choix financiers par rapport à des investissements qu'il fallait soit faire, soit reporter. C'est pas forcément se sortir des salaires très très importants les premières années pour essayer de mettre de côté. C'est encore une fois essayer de faire de la prévention. Alors cette fois-ci, pas des risques professionnels, mais de la prévention financière. Nous, on s'était dit, après 2008, on s'était dit, il y aura une nouvelle crise financière dans les années 2019-2020. Donc, on avait mis D'accord. cette gestion en place pour ça. Bon, c'est pas une crise financière qui est arrivée, mais une sanitaire. Et c'est vrai que ça a été quelque chose qui nous a permis ouais, je pense, d'être dans cet état de santé financier aujourd'hui. Euh, voilà, il a fallu faire de la prévention là-dessus aussi. Ok, donc vous avez finalement déjà anticipé une crise, quelle qu'elle soit, par Ouais, rapport. Enfin, vous pensez que ça allait se répéter, quoi. Ouais, c'est vrai qu'on se disait, vaut mieux avoir un tapis et ce qu'on appelle dans le jargon une trésorerie assez correcte. Et je pense que c'est le cas pour toute entreprise. C'est vrai que les confrères qu'on a pu voir qui n'ont pas pu survivre au premier ou au deuxième confinement, c'était souvent lié à soit une masse salariale importante, soit une trésorerie qui ne pouvait pas permettre de survivre plus de 2 ou 3 mois sans rentrer d'argent. Donc c'est vrai que Mhm. c'est compliqué de le prévoir, hein. Puis c'est compliqué de s'en créer une trésorerie, parce que souvent les structures sont à flux tendu. D'accord, très bien. Du coup, vous avez parlé de votre travail avec votre associé. Est-ce que vous pourriez nous partager à quoi ressemble votre quotidien?
Alors, donc déjà, du coup, j'en profite pour le mettre en lumière parce que c'est un peu l'homme de l'ombre et mon bras droit. Donc, François Vergniaud qui est mon associé, mais qui occupe surtout les fonctions de DAF, de directeur administratif financier. Et donc, c'est vrai l'entreprise est gérée par ce binôme-là. Maintenant, ma journée type, on va dire, pour répondre à la question, c'est euh, des interventions la journée dans nos formations de formateurs, donc c'est sur certaines thématiques, etc. Le soir, c'est l'animation de conférences ou de séminaires sur les différentes thématiques qu'on propose. Et puis la nuit, c'est de l'administratif qui m'incombe, des écritures de référentiels, des notes techniques, des documents pédagogiques et autres. D'accord, donc c'est presque du 24-24 ce que vous me vous me Ouais, décrivez. je pense qu'une des difficultés qu'on a c'est peut-être moi qui m'implique comme ça, mais une des difficultés qu'on a, et bien sûr je suis pas le seul, souvent c'est ce qu'on ne voit pas trop chez les chefs d'entreprise, c'est que c'est vrai qu'il y a un travail de l'ombre qui est super important, et le premier challenge qu'on a en général, c'est d'arriver à tout caser dans une journée de 24 heures. C'est ouais. D'accord, C'est passionnant, mais c'est un gros challenge d'investissement personnel. ok. Et justement, en parlant de challenge, je me demandais, enfin, on en a un peu parlé tout à l'heure sur la vision que vous aviez justement à la création du titre, enfin, du nom de France SST, pardon. Mais moi, je me demandais si derrière, ou si initialement, il y avait une ambition aussi d'être finalement un des organismes de référence comme vous l'êtes aujourd'hui. Est-ce que ça a toujours été cet objectif voilà, de faire quelque chose d'imposant et de référence, ou justement ça se construit seulement étape par étape et puis on avance par rapport au marché qu'on arrive à gagner et ainsi de suite? Alors, pas du tout. On n'a pas du tout souhaité devenir un organisme de référence. Après qu'on puisse le devenir par le fruit de notre travail, c'est très très bien et c'est toujours gratifiant. L'idée, c'était avant tout avec le parcours que j'avais eu et les différentes institutions dans lesquelles j'avais pu exercer et apprendre, hein, parce que ça va dans les deux sens. J'avais une vision de la formation santé au travail que je souhaitais mettre en place, qui était précise. Et en fait, je voulais avoir une structure et être autonome dans la manière dont moi je voyais la formation santé au travail, avec ses valeurs, avec sa rigueur et autres. Et c'était surtout un lieu pour moi de d'enseigner les disciplines de la manière dont je le souhaitais. J'ai tendance souvent dans les formations à prendre l'exemple d'un restaurateur qui monte son resto. Mhm. On a le choix entre prendre une franchise et on a le choix entre monter son propre restaurant chez Paulette. L'idée, c'était de se dire que même chez Paulette, on peut très très bien manger et surtout de se dire que j'ai une structure indépendante dans laquelle je peux enseigner de la manière dont je le souhaite, avec les valeurs que je souhaite, avec la rigueur que je souhaite et, euh, et voilà, avec tout l'accompagnement qu'on souhaite faire auprès de nos stagiaires. Donc c'était surtout ça, c'était pouvoir avoir cette certaine liberté Mhm. d'enseigner comme on le souhaite. C'était surtout ça à la Du base. coup, de ce que je vais en comprendre, c'est plus une conséquence de votre implication et de Oui, votre travail, plus que. Ok, ouais, oui. très bien. Mm. J'ai une question un peu plus, on va dire, avocat du diable sur comment vous voyez l'impact de la formation SST sur la culture d'une entreprise. Et je m'explique par cette question, c'est-à-dire que en fait, vous intervenez de manière assez ponctuelle dans une entreprise et finalement, une culture, ça se construit Tout justement à fait. avec du temps et de la répétition et Mm. beaucoup de présence sur le terrain notamment. Et du coup, Mm. est-ce que vous jugez tout de même qu'une formation SST elle va quand même avoir un impact réel sur cette culture d'entreprise et cette culture de Alors, sécurité? alors assurément, oui. Maintenant, bien évidemment, comme vous l'avez très bien résumé, si c'est one shot et juste une formation d'une journée ou de deux jours, si ce n'est pas relayé dans l'entreprise, l'impact sera infime, voire inexistant. Mais effectivement, je pense que l'impact des formations SST en général, je parle de la santé sécurité au travail, et en tout cas le début de la démarche. Mais souvent, ce que je dis souvent dans mes formations que euh, on a tous le même permis de conduire, mais on conduit pas tous pareil.
c'est une manière de dire qu'on est beaucoup à faire ça, à faire de la Mhm. formation santé au travail, mais je pense pas qu'on le fait tous de la même manière. Et en fait, la manière de transmettre les valeurs culture sécurité, à mon avis, sont primordiales et ne sont pas toutes faites de la même manière. Je fais une parenthèse notamment sur euh, une vision qui me semble d'avenir, c'est l'approche comportementale de sécurité. On a depuis 4-5 ans développé ces approches comportementales de sécurité dans les structures. Vu que je sais que vous souhaitez avoir les références à chaque fois, Mhm. si les personnes veulent avoir plus d'informations, ils peuvent aller sur le site culturesécurité.fr. L'idée de justement de ne pas se cantonner uniquement aux formations purement obligatoires et techniques, gestes et postures, incendie, secourisme ou autre, mais de développer une réelle culture sécurité qui est, je pense, pour nos pays latins, euh, comment dire, un grand challenge, Ouais. parce que c'est pas quelque chose qu'on a naturellement. J'aime souvent à dire en rigolant dans les formations que on est quand même dans un pays en France où quand on nous dit il faut rouler à 130, notre premier réflexe c'est de se dire est-ce que à 136 ça passe sans se faire flasher. On vient de là quand même. Donc c'est vrai que pour arriver à transformer une contrainte comme le port du casque, du harnais ou des gants comme un réflexe identique à lorsque l'on met la ceinture de sécurité dans la voiture, il faut une approche comportementale de sécurité liée sur l'ancrage mémoriel, liée sur les préférences cérébrales, liée sur la, la manière, le discours. Et je pense que c'est d'ailleurs l'avenir. Je pense que c'est pour ça qu'on s'y penche beaucoup, parce que, et d'ailleurs les statistiques, je m'écarte un peu de la question, mais les statistiques aujourd'hui de la santé au travail en France, si on fait un zoom sur les 50 dernières années, sont révélateurs et passionnants. Mhm. Certains diront alarmants, mais sont passionnants, parce qu'on est passé quand même des années 70 aux années 2000, donc pendant les 30 années, ces 30 années-là, on est passé de pratiquement 5000 morts à 500 morts, on était à 6400 dans les années 70, et début des années 2000, on était à 500 morts par an suite à un accident du travail. Et quand on regarde les chiffres, depuis 2001 jusqu'à aujourd'hui, janvier 2021, tous les ans, à 10 près, on est toujours à 539, 542, Mhm. 550 morts par an. Ça veut bien dire que depuis 20 ans, on a atteint, le système santé au travail en France a atteint ses limites. Et je pense qu'il faut changer de paradigme et justement aller se tourner vers des cultures sécurité d'approche comportementale comme nos amis scandinaves peuvent faire, certains pays anglo-saxons ou autres. Donc après, je m'écarte un petit peu, le sujet est Non, vaste, mais mais c'est voilà. très intéressant, mais c'est vrai que l'idée du plateau ou un peu cette limite, cette asymptote qu'on n'arrive pas à franchir, enfin, tout le monde le constate et je pense qu'il y a aussi des grands groupes qui le voient et qui s'interrogent sur comment Dépasser ce plateau. Mm. dépasser, ouais. Mm. Et je pense que la solution, elle n'est pas forcément évidente Bien sûr. parce que justement, j'en parlais avec dans un autre épisode avec un expert côté Luxembourg. Eux, ils ont pris une technique enfin une démarche qui vient de Suède, mais pour autant, ils ont été obligés de l'adapter. Donc, on peut pas juste prendre Bien sûr. voilà des choses qui viennent de l'étranger, surtout comme vous le disiez par rapport à notre culture, C'est qui ça. euh, qui nécessite, on va dire, d'autres compréhensions des Mm. manières de faire et du coup, c'est vrai que c'est intéressant et je suis d'accord que c'est un sujet qui reste passionnant pour la Mm. suite parce que malgré ce plateau, ça veut dire qu'on a aussi beaucoup de challenges qui nous restent à C'est accomplir. ça. C'est ça. Tout à Euh, fait. Très bien, mais je vais continuer sur des questions peut-être un peu plus personnelles sur vous, ce que vous pensez avoir le plus appris depuis que vous avez fondé France SST. Euh, Plus qu'apprendre, je dirais que j'ai eu beaucoup de confirmations. Euh, Pas mal de choses que je pensais dans mes expériences professionnelles passées se sont confirmées, je pense. J'ai que 47 ans, mais on peut commencer à regarder dans le rétroviseur et à voir et à faire le point là-dessus. Je dirais que
point qui m'a été confirmé sur cette page de vie, ça a été l'importance du réseau. Je pense que seul, on ne fait pas grand-chose et savoir s'entourer des bonnes personnes est fondamental. Deuxième point, je dirais toujours miser sur la qualité de la prestation plutôt que le prix. Je pense que ça paye toujours. Je le dis souvent en formation aux futurs entrepreneurs. Moi, ça a toujours été mon leitmotiv de miser sur la qualité de la prestation. Donc, c'est beaucoup de travail et de préparation, d'expertise et autres. Mais, mais je trouve que c'est le meilleur choix à faire. Et troisième point, je dirais une remise en question perpétuelle, quoi. Quotidienne, tous les jours. Rien n'est acquis et toujours se remettre en question. Voilà. Ce seraient les 3 points qui m'ont été qui D'accord, se sont confirmés dans cette expérience. c'est intéressant. C'est intéressant parce que c'est vrai que pour les comment dire, pour les clients des organismes de formation, on pourrait avoir peur de l'idée du comment dire, de l'heure pour l'heure, quoi, et pas de la qualité Mhm. qui est mise derrière. Donc Ouais. c'est important de voir Et là où vous c'est pour mettez ça votre énergie. que voilà, et c'est pour ça que sur nos métiers de transmission, importance du réseau, que ça soit sur la partie administrative ou que ça soit sur la partie de face-à-face pédagogique, le formateur qu'on va envoyer chez notre client nous représente. Donc, en termes de qualité technique, pédagogique, de ponctualité, de bienveillance, etc., c'est notre représentant, entre guillemets, pendant cette journée-là. Donc, le réseau des formateurs doit être, à mon avis, sélectionné sur le bout des doigts et même audité régulièrement parce que c'est nos représentants sur le terrain. Mhm. Ça, c'est pour ça que je parlais de l'importance du réseau. La qualité, pareil, plutôt que le prix. De nombreux organismes se débattent pour faire le moins cher possible, faire des promotions, des pourcentages, etc. J'ai souvent tendance à dire que Apple et Chanel font pas beaucoup de promotions et de 20% de réduction parce qu'ils ont misé sur autre chose. Et c'est vrai qu'on nous aurait dit il y a 20 ans, on achètera des téléphones à 1000 euros, on ne l'aurait pas cru. Aujourd'hui, on va acheter le nouvel iPhone, même s'il vaut 1000 euros. Donc, Mhm. moi, j'ai toujours pensé que la qualité, c'est un gros investissement plutôt que de faire un devis moins cher que l'autre, mais ça paye toujours. Voilà, donc, la qualité, pour moi, c'est important. Et puis, et ouais, c'est vrai que le troisième point sur la remise en question est fondamental parce qu'on est sur des métiers qui évoluent beaucoup, sans parler de jurisprudence et de juridique qui évoluent tous les jours, mais c'est des métiers qui évoluent beaucoup. Donc, si on ne se remet pas en question et qu'on reste sur ses acquis, c'est le début de la fin, je pense. Ok. Ensuite, est-ce que vous pourrez nous dire ce que vous appréciez le plus dans votre métier et mission d'aujourd'hui? Si je devais retenir un point, je dirais les rencontres humaines, l'échange avec nos apprenants, nos stagiaires, avec les formateurs. Euh, c'est euh, c'est très épanouissant et ça nous apporte beaucoup. Donc, même si on pourrait penser que c'est souvent l'inverse et que c'est l'intervenant de la journée qui a transmis son savoir, c'est vrai que ce que j'apprécie le plus, c'est les rencontres humaines. C'est peut-être pas tous les jours, mais en tout cas toutes les semaines, un groupe de stagiaires formateurs différents qui viennent de différents horizons. Certains sont HSE, responsable qualité dans des grands groupes, d'autres débutent leur aventure d'auto-entrepreneur, d'autres vont être formateurs expérimentés depuis 40 ans. On a des groupes très mixés et c'est une richesse humaine. Donc, je dirais que ce que j'apprécie le plus, c'est ça, c'est rencontrer des gens qui sont d'horizons différents et l'échange que ça nous apporte. Ça nous donne une culture entreprise globale et générale qui est très enrichissante. Très bien. Et et le pendant, du coup, peut-être que vous pourrez nous partager un challenge qui, lui, a été plus compliqué ou qui l'est toujours à relever en tant que dirigeant de France SST. Le timing, arriver à tout caser dans une journée de 24 heures. D'accord. Euh, voilà, très compliqué parce que c'est vrai que surtout quand on veut bien faire les choses, on souhaiterait prendre le temps après la formation de répondre à toutes les questions, faire du suivi personnalisé parce que on a cette appétence et ce souhait-là de faire de la qualité et puis d'accompagner l'autre. Mais on sait que dans une demi-heure, on a le début d'une conférence qui démarre à l'autre bout de la ville et puis qu'on va rentrer le soir à 22 heures, on sait qu'on a
tous les clients qui nous ont appelés dans la journée ou qui nous ont envoyé des mails auxquels il faut répondre parce que pour demain matin 8 heures, il leur faut une réponse sur la question technique qu'ils ont. Donc c'est vrai que il est très fréquent de passer de 22 heures à 2 heures du matin sur son ordinateur à faire des mails aux clients pour répondre aux questions sur le dernier document unique qui n'a pas été mis à jour ou sur les derniers risques qui ont été intégrés dans l'entreprise. Donc c'est le temps. C'est vrai que c'est passionnant, mais très, très prenant et un engagement total. Ouais. D'accord. Cette dernière question avant la partie sur la recommandation, est-ce que vous avez des techniques pour mieux communiquer en prévention des risques? Alors après, je pense que il y en a plein d'autres que je ne connais pas et il y en a plein de très très efficaces. Moi, de par mon parcours, je pratique le modèle Herman et j'utilise le modèle Herman. Donc, moi, je vais parler surtout de celui-là parce que c'est celui que je maîtrise et que je connais. De manière générale, je dirais que peu importe les modèles qu'on utilise, à partir du moment où on sait d'abord écouter l'autre. Et écouter l'autre, c'est pas que son verbal, mais c'est aussi écouter ses silences et adapter sa communication en fonction de l'interlocuteur sera de toute façon une bonne communication. Nous, on utilise beaucoup, et l'équipe pédagogique également, hein, je ne suis pas le seul, à adapter les communications en fonction des préférences cérébrales des gens par ce modèle Herman que je trouve moi, un outil passionnant et qui devrait être obligatoire pour tout formateur, je pense. Donc voilà, moi j'utilise plutôt le modèle des préférences cérébrales pour avoir une communication des plus efficientes. D'accord, très bien. Je vous remercie pour tout ce partage, Arnaud. Et on va continuer sur une partie voilà, outils et références. Quelles ressources liées à la prévention des risques vous pourriez nous recommander? Ressources plutôt audio, plutôt Alors, comme ce que livres. vous consultez et vous pourriez, enfin, que vous consultez et vous pensez que c'est de qualité, podcast, Là, site. comme ça, ce qui me vient en tête, euh, c'est les conférences et les interviews de William Dab Ouais. et Michel Ledoux, Ah, que je crois bah, que vous avez eu il n'y a pas longtemps ouais, tout à fait, tout à fait. sur un podcast. Pour moi, c'est William Dab, ancien directeur de la santé, a une vision de la prévention des risques chacun a ses mentors, hein, moi il en fait partie, Mhm. qui a une vision très très intéressante, je trouve, de la prévention des risques professionnels. Et Michel Ledoux sur l'aspect juridique et du coup managérial de la prévention des risques. On voit toujours les deux petites capsules vidéo qui datent un petit peu maintenant de Michel, mais il y en a plein d'autres qui sont très intéressantes que les, euh, les aficionados peuvent aller regarder sur les différentes plateformes vidéo ou YouTube. Il y a plein de choses très intéressantes. Mhm. C'est marrant que vous parliez des pastilles vidéo parce que les petites capsules, pardon. J'ai une collègue qui m'a expliqué il y a pas longtemps qu'elle, enfin, elle est consultante, mais qu'elle les utilisait aussi toujours dans ses débuts de formation. Et ça a résonné justement avec l'interview de Michel Ledoux qui est, comme vous l'avez dit, passé dans le podcast. C'est ça. Je pense que les deux capsules vidéo de Michel sur le manquement et agir en bon père de famille ont dû être diffusées dans à peu près 20 000 formations SST l'année dernière et autant les années d'avant. Donc, elles commencent à bien dater maintenant, ces deux petites capsules. Mais Mhm. en SST, notamment de sauvetage sécurité du travail, elles ont été énormément utilisées. Mais j'invite les experts à aller voir sur YouTube. Il y en a plein d'autres de Michel qui sont bien sûr complémentaires et passionnantes. Quelqu'un n'hésitez pas s'il fait une conférence à côté de chez vous à aller suivre une conférence et que ce soit Michel ou que ce soit William Dab, pour moi, c'est des références. Très bien. Ensuite, on va peut-être plus s'arrêter sur les outils que vous utilisez. Et justement, vous avez parlé du timing et qui était toujours un enjeu. Peut-être que vous avez des outils qui vous aident à gérer autant que possible votre temps. Ouais, je dirais que sur mes lectures quotidiennes en soirée sont, on va dire, soit techniques, soit juridiques, parce que c'est surtout sur l'aspect juridique où il peut y avoir pas mal d'évolutions et de changements dans une seule journée. Si je devais donner deux références, je dirais Jury Travail. Donc toutes les newsletters Jury Travail, il y a différentes formules d'abonnement. Donc Jury Travail et puis le dictionnaire permanent, qui est un abonnement aussi très Mhm. intéressant.
Et après, sur la partie technique, je dirais les éditions spécifiques de l'INRS, qu'on appelle les ED. Ouais. Les éditions spécifiques INRS sont faites par le département, en général, le département recherche euh, de l'INRS et souvent sont de grande qualité. Et après, il y a quelques ressources aussi que j'utilise, que je trouve intéressantes sur les différentes caisses de l'assurance maladie, donc sur des sites de CARSAT ou sur celui de la Caisse nationale d'assurance maladie, où il y a des hors-séries qui ont été faits sur des thématiques qui peuvent être intéressantes quand on a un client qui travaille dans un domaine assez particulier et on n'a pas forcément les connaissances nécessaires, ça peut être des bonnes ressources. D'accord, très bien. Est-ce que vous avez vu récemment une innovation, ou d'ailleurs, ou peut-être pas si récemment que ça, mais une innovation en prévention des risques qui, pour vous, mérite d'être plus connue et partagée? J'aurais tendance à faire de la publicité pour la nôtre parce que je trouve qu'elle est gratuite et pertinente. Et donc, j'aurais tendance à parler de Diag SST. Maintenant, histoire de donner deux exemples pour pas que ça soit que quelque chose qui émane de France SST. En innovation sur la prévention des risques, aujourd'hui, beaucoup de nouvelles technologies NTIC sont utilisées sur la réalité virtuelle, la réalité augmentée, Mhm. sur différentes disciplines. Sans rentrer dans le débat, parce que forcément, dès qu'on lance ce sujet-là, tout le monde va avoir son avis là-dessus. Moi, j'inviterais les gens à se faire leur propre opinion sur ça, parce que D'accord. je pense que sans aller en remplacement des techniques traditionnelles, parce que ça ne pourra jamais remplacer les techniques traditionnelles, ça peut être intéressant sur des maintiens d'actualisation de compétences, sur des quarts d'heure sécurité, d'utiliser ce genre de techniques qui ont un aspect immersif assez intéressant quand on l'utilise ponctuellement. Voilà, si je devais retenir deux innovations en prévention des risques, je dirais Diag SST, outil en ligne gratuit pour faire un point sur la santé au travail de son établissement. Et je dirais la réalité virtuelle et réalité augmentée sur différents domaines, que ce soit les chasses au risque, que ce soit l'incendie, que ce soit le secourisme, qui mérite, je pense, d'être au moins testé pour se faire sa propre opinion. Ok, très bien. Euh, et enfin, on va terminer sur la partie future de la prévention. Comment vous voyez évoluer le métier de préventeur et la prévention à moyen terme? Alors, je ne sais pas si mes qualités de médium seront reconnues, mais je vais plutôt transformer ça par un souhait. Je dirais que je souhaiterais que les métiers de préventeur de manière générale euh, évoluent dans le sens encore une fois, d'une démarche qualité plus alliée sur l'approche comportementale de sécurité de chaque collaborateur, plutôt que sur un rôle d'application répressive de la législation. C'est vrai que je pense qu'il faut plus miser sur la communication et échanger autour de ça, quel est l'intérêt, pourquoi il faut le faire, etc. Alors c'est plus long, ça prend plus de temps, faut être au quotidien dans l'entreprise, etc. C'est sûr, mais je souhaiterais que le métier de préventeur évolue vers ça plutôt que de mettre des affiches, des consignes et puis de faire de la répression quand c'est pas appliqué. Mais bon, on revient sur la culture française, hein. Mhm. Euh, Aujourd'hui, malheureusement, la plupart des conducteurs vont freiner à l'entrée dans un village, dans une zone à 30, pour éviter d'avoir un procès-verbal et non pas pour éviter de renverser un enfant de 3 ans qui traverse. Donc, je me doute que le temps est beaucoup plus important, mais c'est vrai que je ne sais pas si ça deviendra ça dans 5-10 ans. Malheureusement, je pense qu'il faudra un peu plus de temps, mais en tout cas, je souhaiterais que ça tende vers ça pour qu'on puisse faire plus de qualité. Ok. Et enfin, la question que je pose à tous mes invités, quel conseil aurait besoin d'entendre finalement le jeune Arnaud qui débutait dans le métier? Vous me donnez 2-3 ans et je vais écrire un livre que je pourrais lui transmettre parce que du coup, j'ai pas mal de conseils à lui donner. Euh, euh, je dirais euh, euh, je dirais de croire en ses propres valeurs, même si des fois nos expériences passées nous ont fait prendre d'autres chemins ou nous ont fait penser qu'il fallait, pour être complaisant, faire telle ou telle chose. Donc,
je pense, de croire en ses propres valeurs. Je pense que ça peut être le premier point. Deuxième point, la valeur travail. Je pense que peu importe le domaine et peu importe qu'on soit dans la formation ou autre chose, je pense qu'il n'y a qu'une chose qui paye, c'est le travail. Voilà, et puis un peu de persévérance pour saupoudrer un petit peu de persévérance et de patience, parce que forcément, c'est des choses qui sont longues à mettre en place et des fois on est un peu trop impatient. Donc je saupoudrerai tout ça avec un petit peu de patience. Très bien. Bah, merci beaucoup Arnaud pour cet échange et surtout pour tout ce que vous avez pu partager aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez tout simplement indiquer aux auditeurs où est-ce qu'ils peuvent vous retrouver s'ils veulent continuer de discuter avec vous? Bien sûr. Alors sur les informations plutôt institutionnelles de la structure, ils peuvent aller sur le site de francesst.com pour, on va dire, un suivi plus d'actualité, que ce soit de notre centre ou que ce soit des différentes veilles juridiques et techniques qu'on met en œuvre. C'est plutôt nous suivre sur les réseaux sociaux qu'on l'avantage d'être quotidien. Donc, soit sur LinkedIn, soit sur Twitter, soit sur Facebook. Les contenus sont les mêmes sur les 3 pages. Ils font le fameux arrobase France-SST et ils vont nous retrouver facilement. On a 3 publications par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi, sur une actualité, que ce soit une statistique, une infographie, sur les risques psychosociaux, sur le scourisme, peu importe. Donc voilà, et s'ils veulent plus d'informations là-dessus, bien sûr, ils peuvent nous joindre sur les réseaux sociaux, sur les messengers qui correspondent en MP, ou sur le site internet, sur l'adresse mail info@francesst.com. Très bien Arnaud, je vous remercie beaucoup et du coup je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, une bonne journée. Merci d'avoir écouté le PEX jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous et si vous trouvez 5 petites minutes, de mettre une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup pour remonter dans les classements. Vous pouvez également remercier directement l'invité en le retrouvant sur ses réseaux sociaux. À la semaine prochaine!